Chaque 15 août, les amoureux du pain se donnent rendez-vous dans la capitale de l'Aérose, Lautrec. De la graine au fournil, de l'épi à la baguette, c'est une longue histoire d'amour de plus de 50 siècles qui se déroule sous nos yeux. Comme dans chaque histoire d'amour, il est bien difficile de départager la passion de la raison. Alors que nous, en sommes l'institutrice, elle avait, et d'autres personnes, allaient chercher le pain chez le boulanger, c'était du pain de blé. Oui. Alors que les paysans, ceux qui travaillaient la terre, faisaient un mélange de blé et de seigle, du métail, et ils se faisaient là. Et il y avait des fours à pain dans le village. Ah oui, mais chez nous aussi, moi je l'ai vu ma grand-mère faire le pain. Pain blanc, pain noir, pain à l'ancienne, tous les goûts sont dans la nature. S'il est un boulanger qui a su respecter la tradition en l'adaptant aux conditions du travail moderne, c'est Bernard Ganachaud. L'inventeur de la flûte Gana a accepté de nous servir de guide sur le chemin sinueux du bon pain. Personnellement, au bout de 50 ans, je cherche toujours, je suis en permanente recherche pour voir le détail qui améliorerait mon produit. Il faut rester d'une modestie considérable dans ce métier. Le boulanger a toute une panoplie, et dans la quantité de pâte fermentée, et dans la quantité de levain, et dans la quantité de pouliche qu'il va mettre en marche, vous avez toujours cette démultiplication des saveurs qui sont presque à l'infini. Le bon pain, c'est celui dont on reprend immédiatement. C'est celui qui, après la première bouchée, appelle la seconde, et ainsi de suite. C'est presque irrésistible. Quand il est vraiment bon, il est irrésistible. Techniquement parlant, on peut dire aussi que le bon pain, c'est celui qui a de longues fermentations pour développer ses fameux arômes. C'est celui qui a une croûte suffisamment épaisse, ni trop peu. Et puis aussi, quand on fait du travail sur le vin, c'est celui dont la mie laisse des flaveurs en bouche très longues. Il est évident que pour faire du bon pain, il faut commencer par le blé. J'ai constaté, je n'engage que ma responsabilité, que les variétés de blé à faible rendement, celles qui étaient très en vogue avant la guerre, restent pour moi encore à nouveau les meilleures variétés de blé. Les variétés qui font de faible rendement m'amènent plus de saveur, mais il est rare que la quantité côtoie aisément la qualité, c'est clair. C'est avec le barbu que Roger Cormary met un point d'orgue à sa carrière de boulanger. Le barbu, c'est tout simplement le nom du blé qu'il utilise. J'avais envie de faire un pain qui sorte de l'ordinaire au point de vue origine. En effet, s'il y a plus de 2000 variétés de blé en France, on n'en travaille qu'une vingtaine. Et l'agronomie en crée une dizaine tous les ans. Moi, je suis fier, et ça, je crois que c'est presque le premier en France. Je pense que je dois être assez rare à faire ça. J'ai trouvé un agriculteur qui fait une culture raisonnée en milieu bio. C'est le barbu. Le barbu, c'est pas moi parce que je suis barbu, mais c'est que c'est un blé qui pousse dans la région. Depuis X années, j'ai posé la question à mon meunier, j'ai posé la question à des grands professionnels qui m'ont dit ce blé, on ne connaît pas. Pourtant, c'est un blé de coin. Et comme c'est un blé qui est assez pauvre en gluten, en force, on y ajoute un blé qui cultive lui aussi, c'est le Florence Aurore, dont un très joli nom. Et en plus, c'est un blé qui est produit dans la campagne où c'est que mes parents sont nés, où c'est que j'ai vécu mon enfance, donc symboliquement parlant, ça me fait encore plus plaisir. Le barbu est directement moulu à la ferme, avec un petit moulin électrique équipé de meules en granit du Cidobre. Même si la production est faible, de l'ordre de 12 kg de farine à l'heure, elle est suffisante pour alimenter Roger Cormary. Et de là, il me sort à peu près, on va dire, 65% du grain de blé. Donc ça fait une farine de meule qui est simple. Et là, je suis arrivé à trouver un procédé de travail qui est simple aussi. Je le fais sur pouliche, comme je fais le pain de tradition française. Et alors, c'est une mie assez compacte, on peut y étendre la confiture dessus, mais d'un goût incomparable et d'une saveur impensable. Vous mettez ma pouliche, ma fermentation de farine de tradition, et vous mettez ma pouliche avec la farine du barbu, l'arôme est incomparable. Et ça, j'en suis fier.
Et si j'ai un truc que je ne regretterai pas en fin de carrière, c'est bien ça, d'avoir trouvé un truc qui me convient énormément pour un respect de papa et puis pour toutes les années que j'ai vécues dans la profession. Dès le premier geste des semailles, c'est toute une saison de labeur et d'inquiétude qui commence. La nature peut reprendre à tout moment ce qu'elle donne, et le spectre de la famine, à l'issue d'une mauvaise récolte, n'a toujours pas disparu. Alors quand vient la moisson, c'est l'heure de la délivrance, de la récompense. Moment d'effort, moment de solidarité, moment de vie. On prenait une faucille et puis on faisait un lien et on faisait les herbes à la main. On les liait à la main. Maintenant, c'est fini tout ça. C'était des hectares qu'on faisait comme ça. Oh, ben on faisait une petite fête. Voilà, quand c'était fini, on faisait même des crêpes à des fois. Cette étonnante machine, reconstituée d'après des écrits de Pline et une fresque, date des Gaulois. Seuls les épis de blé coupés par cette raclette étaient ramassés. Elle était poussée par un cheval, et dès le début de la mécanisation, l'animal a été mis à contribution pour remplacer la force humaine. Il restera à pied d'œuvre bien des années avant que le tracteur ne le chasse définitivement de nos fermes. C'est pas compliqué. Faire marcher les leviers, les uns après les autres. Celui-là est pour le lieur. Celui-là est pour la coupe. Ces gestes, Gustave les connaît par cœur. Il les a répétés maintes et maintes fois, et à 80 ans, c'est par plaisir qu'il nous les montre. Celui-là, c'est pour rassembler, pour faire des herbes le mieux possible, les plus belles possibles. Celui-là est pour les rabatteurs. Ça, c'est le porte-herbe. Ça y est, il est descendu, les herbes tombent par terre. Et après, quand elles sont parties, hop, on renclenche pour recevoir les herbes suivantes, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas compliqué. Et pourtant, après la simple faucheuse, la javeleuse, la moissonneuse lieuse est l'aboutissement d'une mécanique fine, précise, qui témoigne de la grande inventivité des ingénieurs de l'époque. Si la faucille a depuis longtemps été remisée au grenier des souvenirs, c'est pour battre le grain que l'homme s'est montré le plus inventif. Période de travail intense, épuisant, les battages étaient aussi un moment de fête. Le soir, on oubliait la brûlure du soleil et la fatigue qui collait à la peau. Au départ, tout a commencé par le fléau. Chaque coup sépare le grain de blé de la paille et de son enveloppe, la balle. Oh mais c'est pas évident, hein. Ça fait ressort, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, avant, il y avait les gens qui ramenaient la paille, là. Il faut alors enlever la paille à la fourche en laissant sur le sol le grain et la balle. Si l'on souffle dessus, la fine enveloppe s'envole et ne reste par terre que le précieux grain de blé. Voilà. Peu à peu, c'est l'animal, puis la machine qui vont prendre le relais de l'homme pour obtenir le grain nourricier. On fait piétiner le blé par des animaux, on le compresse par des rouleaux de pierre ou des traîneaux plus ou moins ouvragés. C'est l'époque du dépiquage. La vraie mécanisation apparaît au XIXe siècle, quand on apprend à battre le blé avec des palettes tournantes autour d'un axe. Le dépiquage devient alors le battage. Si les premières machines tournantes sont actionnées à la force des bras, très vite, les manèges à vaches ou à chevaux prennent le relais. Les batteurs utilisés sont encore sommaires, et comme avec le fléau, on retrouve à l'arrière la paille, la balle et le grain.
Ah, il faut le ventiler, il est bien épiqué. Pour entraîner de petits batteurs, les moteurs fixes remplacent avantageusement vaches et chevaux. La machine sait désormais trier le grain, souffler la balle, évacuer la paille pour en faire un paillet. Le progrès ne s'arrêtera plus. Les idées s'ajoutent aux idées. On voit apparaître des batteurs déjà élaborés, entraînés par un cheval qui actionne un tapis roulant. Ce sont les trépigneuses. Mais les vraies reines des battages d'antan sont les machines à vapeur. Les anciens ont son coup de sifflet gravé dans la mémoire. L'odeur du bois brûlé, du charbon, de l'huile chaude est à jamais associée à ces journées de labeur intense. La chaudière, comme on l'appelle familièrement, entre triomphalement dans le monde rural dès le milieu du XIXe siècle. C'est l'époque où Célestin Gérard devient célèbre à Vierzon en construisant batteuses et locomobiles. Il cède son entreprise en 1878. Elle deviendra la Société française. Quand les machines à vapeur deviennent mobiles, elles conservent toujours la précieuse poulie d'entraînement. Au début du XXe siècle, les premiers tracteurs font leur apparition. Ils sont d'emblée équipés pour entraîner les batteuses. Plus tard, en Europe, les monocylindres sont les tracteurs de battage par excellence. À la saison, les entrepreneurs vont de ferme en ferme en de véritables convois. Vers les années 50, la moissonneuse et la batteuse s'assemblent. Tractées ou autonomes, les moissonneuses-batteuses envoient à la ferraille tout ce qui les a précédées. Du blé à la farine, c'est le monde de la meunerie avec ses secrets, ses légendes, son savoir-faire transmis de génération en génération. Une belle et longue histoire. Personnellement, j'aurais quand même une petite tendance à privilégier le travail sur meule. Pourquoi ? Parce que, en plus, dans la meule, le grain à la meule, on a une mouture un peu plus rugueuse. Et puis aussi, on a la chance de pouvoir garder le germe de blé. Alors c'est peut-être aussi le fait d'un petit peu de nostalgie du passé. Il faut peut-être relativiser. Mais quand même, le fait que le germe de blé soit à l'intérieur directement à la mouture, et me laisse ma préférence. Du vrai faux moulin de Maître Cornille au géant ailé de Don Quichotte, les moulins célèbres ne manquent pas. Qu'ils soient du sud ou du nord, les plus vaillants ont cessé toute activité dans les années 60. Mais depuis quelques années, certains ont rompu un silence qui devenait trop lourd et ont repris du service, pour la plus grande joie de tous. Alors, apparemment, on a du vent, c'est bon signe. Fort. Allez, on se sort et on ne fait pas le tour avec. Voilà, on peut aussi faire le tour avec, c'est bon. Alors ça commence à être mieux, hein. Ils ont presque pas poussé. On est parti. On va commencer au pas. Vous me dites quand vous voulez le trot et quand vous voulez le galop. Mais ce que l'on connaît moins, c'est que les Romains eux-mêmes avaient construit de véritables meuneries industrielles. Philippe Levaux a longuement étudié celle de Barbegal, près d'Arles. Il s'agit d'un moulin exceptionnel par sa conservation. Et on ne connaît par ailleurs comme équivalent que les moulins du Génicule à Rome. Ce sont des moulins à roues verticales et qui étaient au nombre de 16. Et il s'agit véritablement d'une meunerie industrielle qui annonce ce qu'on va retrouver à l'époque moderne.
On avait parlé d'une production pour 80 000 personnes. En réalité, comme les engrenages étaient en bois, il faut penser que ça ne devait pas avoir un rendement extraordinaire, mais c'était certainement suffisant pour pour produire la farine nécessaire à une ville comme Arles, c'est-à-dire pour une douzaine de milliers d'habitants. Alors la farine donc était utilisée par des boulangeries pour faire le pain. Alors, cette organisation de la boulangerie, on la connaît, il s'agissait d'obtenir par ça certainement la paix urbaine et c'était quelque chose de très important pour ces villes. Oui, alors le moulin où nous sommes ici a été construit en 1450 par l'Église catholique. Il y avait 4 meules. Il a été démoli par les protestants en 1510, puis reconstruit. En 1875, le 23 juin, il y a eu une très grande crue, une inondation. La toiture a été emportée, enfin, le moulin a été abîmé, les meules aussi, la roue à aube a été emportée. Et là, ils ont reconstruit le moulin, ils ont supprimé la roue à aube. C'est là qu'ils ont mis les rouets aux meules. Et ils ont monté un étage. Je suis né dans un moulin, mon père aussi, mon grand-père aussi. Depuis l'âge de 16 ans que je commence à travailler, je suis au moulin. Mais là, j'ai tout simplement desserré la pierre pour que la farine soit moins fine. Dès qu'on la met en marche le matin, la pierre chauffe automatiquement. Au bout de demi-heure, 1 heure, la farine est trop fine. Ça la serre la pierre. Et puis la farine, il la faut quand même pas très 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 fine. Il ne faut pas que le sol soit complètement broyé et transformé en farine. Voilà ce que je viens de faire. Le moulin de Barrault est un des rares moulins à eau en activité. Jean-Claude Médal et son frère y produisent une farine de plus en plus prisée par le consommateur moderne. Dans le temps, il y a 20 ou 30 ans, il fallait la farine très blanche, alors que maintenant c'est l'inverse. Il faut de la farine presque pas complète, mais du moins bis. Et le pain de campagne est revenu à la mode. Le pain au levain, le pain cuit dans des fours chauffés au bois. Et notre farine correspond très bien pour ce travail. Nous, il n'y a rien dans la farine. Le grain de blé qui est nettoyé, lavé et passé au meule ou au cylindre, c'est tout. On ne met pas autre chose. Par contre, on essaie de mélanger 2 ou 3 variétés de blé. Ça joue un rôle. Les potres, ça revient bien. Il y en a dans le Gers, un peu partout maintenant. Même dans l'Ariège, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se mettent à cultiver les potres. Il y a certainement des morceaux qui datent de 1510. Mais voilà, ce sont les outils qui servent à piquer la pierre. Chaque année, on en démonte une pour refaire les raies, pour les piquer, comme on dit. Alors je le fais en principe à la main, mais on a recours aussi aux meuleuses maintenant. Beaucoup ici dans nos régions sont en granit du Cidobre, mais ceux-là sont en silex. C'est dans un décor lunaire que le promeneur curieux peut découvrir les vestiges d'une carrière de meules, une meulière. À même le sol, des meules, certainement cassées lors de leur extraction, sont le témoignage du très dur et dangereux labeur que des hommes ont dû faire pour équiper les moulins de la région. Et ce n'est qu'en 1915 que l'ancien propriétaire a supprimé de meules, monté un étage de plus et monté le moulin à cylindre qui tourne actuellement. Alors ces manettes-là servent à serrer ou à desserrer les cylindres. Il y en a une de chaque côté. Bon, là, si je desserre, ça serre le cylindre, c'est-à-dire les cylindres se rejoignent. Et si je serre, ça les desserre. Alors qu'ici, voilà, là j'ai desserré l'ensemble du cylindre. Bon, nous, on le fait manuellement. On regarde d'abord un côté, comment la marchandise sort, et on regarde l'autre côté. Si c'est à peu près la même. Bon, nous, on le fait au jugé. Que la farine soit faite au cylindre, au meule, quand on a un vieux moulin comme nous, les cylindres ne tournent pas vite, bon, la farine est aussi bonne. Ce n'est pas une question de goût. C'est plutôt une question de qualité de farine. À cause du germe, tout simplement. C'est du son fin. C'est l'intermédiaire entre le remoulage et le son. Et le germe de blé est là-dedans. Et ça a été fait avec des cylindres. Alors qu'on ne le fait pas avec les meules. Avec les meules, on l'a plus facile à incorporer du son, si vous voulez, dans la farine. Parce que si on serre la meule, ça broie tout. Alors qu'avec les cylindres, on n'arrive pas à le faire. Parce que le son reste gros, il reste entier avec les cylindres. Est-ce que
Nous avons décidé de remettre en route un moulin qui avait été fabriqué sûrement pendant la guerre. C'est quand même un truc qui est fait maison, mais qui a servi surtout au marché noir, vu qu'à l'époque, il y avait un peu de blé pendant la guerre, mais il n'y avait pas de farine pour faire le pain. Il y a un fabricant de la région qui en a fourni une dizaine, j'en ai de traces de 4 ou 5. L'avantage qu'ils ont eu, c'est qu'ils avaient les carrières de pierre de granit qui étaient sur place, et ils en ont profité pour faire ce moulin. Donc ça m'a fait plaisir, je pense qu'à mes copains aussi, d'avoir remis ce moulin en route. Nous sommes capables en France, on nous dit d'avoir le meilleur pain, il faut rester modeste, mais ça reste quand même une réputation. Le pain français est réputé comme le meilleur du monde grâce à ses agriculteurs et grâce à sa meunerie. Après, nous passons dans la dernière étape, c'est le boulanger. Nous avons la chance en France d'être encore 35 000 artisans. J'ai coutume de dire 35 000 artisans, 35 000 recettes. Le secret du boulanger, c'est dans sa sensibilité, la sensibilité des gestes, mais aussi dans sa sensibilité mentale. Il faut qu'il soit en parfaite osmose avec sa pâte. Tout le monde met de l'eau, du sel, de la levure ou du levain, ou des deux à la fois, et de la farine bien sûr. Il y a énormément de différences entre les uns et les autres, et dans nos 3 entreprises de mes filles, qui ont les mêmes recettes, les mêmes farines, je suis désolé de constater qu'un jour, ici c'est mieux, après c'est moins bien là. Donc incontestablement, c'est très fragile. Le pain, tout le monde peut mélanger de l'eau, de la farine, du sel et de la levure, mais peu peuvent revendiquer de faire du pain. On n'est pas des boulangers, c'est juste à la ferme pour passer le temps en amusement. C'est plutôt des réunions de famille, des repas améliorés, puisqu'on aime faire la saucisse, c'est tout un peu mélangé. Quand la vie nous parle, ça, quand il fait froid l'hiver, on est tellement bien. Là. Puis se faire le pain à la maison, c'est autre chose. Nous avons donc, pour recadrer, le pétrissage. Après le pétrissage, première fermentation qui s'appelle pointage en termes de métier. Après, nous avons la division des pâtons, le préfaçonnage chez nous obligatoire et le façonnage. Après quoi, nous avons une deuxième fermentation où le pain reprend du volume. Et pour finir, nous le mettrons au four sur une sole réfractaire obligatoire qui permet au pain, et particulièrement à la mie, par le choc thermique, de se développer et d'avoir les fameuses alvéoles irrégulières que nous constatons à la sortie du four quand les fermentations ont été bien menées. Allez, on va mettre le levain. Oh. C'est mon arrière-grand-mère qui m'emmenait voir ma grand-mère pétrir le pain dans la mée. Là, on le pétrissait bien à bras. Hein. Et pourtant, nous étions en 1934. La grande révolution pour le pain français, ça a été l'apparition du pétrin mécanique après la guerre de 1914-1918. C'est incontestablement le moment clé de toute l'histoire du pain, de pouvoir cesser d'entendre le boulanger geindre à pétrir à bras. Parce que ça, c'était vraiment inhumain et qui permet au boulanger de commencer à vivre un petit peu comme tout le monde tout en ayant des horaires complètement démentiels. On a tout retrouvé, vraiment le hasard complet, quoi. Et la chance qu'on a eue, c'est que le pétrin avec lequel je travaille aussi, qui date lui de 1900-1920, d'après ce qu'on m'a dit, il était caché sous l'escalier qui donnait à l'appartement au-dessus. Je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, je ne pense pas qu'on retrouverait la même chose. C'est vraiment le vieux pétrin avec une roue
et un moteur triphasé. Donc à l'époque, il n'y avait pas 2 ou 3 vitesses. C'est des pétrins qu'on retrouve rarement, quoi. À Sorèze, on l'appelle simplement Bart. Venu s'installer il y a quelques années, il a su redonner aux habitants de ce village du Tarn le pain qu'ils avaient perdu. J'ai jamais pensé être boulanger dans ma jeune vie, quoi. Donc bon, après je suis tombé sur une personne qui m'a fait aimer le pain, qui m'a fait découvrir les fours à bois, les pâtes à l'ancienne. Je suis tombé sous le charme et je me suis lancé, quoi. Donc maintenant ça va faire 15 ans de vie avec le pain et les fours à bois. C'est surtout les fours à bois ma spécialité. Mais le pain, travailler sur le vin et cuit dans un four à bois, ça a toujours été ma passion. Et cette personne m'a vraiment fait aimer le pain, quoi. Donc automatiquement, je mélange avec l'eau. Là, pour l'instant, j'ai mis que de l'eau et du levain. Donc là, je mélange bien mon levain pour pas qu'il y ait de grumeaux. C'est de la pâte qui est restée de hier, donc je l'ai retravaillée pour la laisser fermenter toute de hier matin jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait qu'elle a à peu près, disons, 20 heures de fermentation. De toute façon, tous les boulangers ont leur propre manière de faire la pâte, quoi. Donc là, maintenant, je sais que la farine à rajouter. Donc là, moi, c'est une pâte que je travaille lentement, tranquillement, quoi, doucement. Je le tends, quoi. Parce qu'il faut être vraiment soigneux avec cette pâte-là, parce qu'elle demande à être vraiment bien traitée, quoi. Tous les soirs, avant de commencer, je mets le nez dehors, et suivant la température de dehors, je sais comment j'ai à régler mon eau, comment j'ai aussi à régler le four, parce que c'est comme ça que travaillaient nos anciens, quoi. C'est-à-dire que l'été, en général, je la pétris moins parce que je sais que ça développe vite à cause des grosses chaleurs qu'on a. Et l'hiver, comme il fait froid, je la pétris un peu plus, 5 minutes. Des fois, à 5 minutes près, ça se joue. Donc, mieux vaut regarder dehors avant de pétrir, chose que je fais tous les matins, quoi. Là, je sais que ma pâte, elle va être bonne, là. Donc là, je vais le lâcher. Mon pétrin, donc là je sais que je peux le laisser tourner encore 1 ou 2 minutes avant que je mette mon sel. Maintenant je suis tranquille. C'est-à-dire que je fleure et là je sais qu'elle est molle, elle est élastique, elle est belle. C'est magnifique là. Ah, ça me plaît. Vous voyez les bulles d'air là que je vous disais? Donc là c'est une vieille balance aussi. Parce que moi je fais tout à la balancelle comme ça. Il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres balancelles, mais moi je préfère celle-ci. J'ai toujours été habitué à celle-ci. Donc voilà, comme vous pouvez constater, maintenant la pâte est terminée. Donc là vous la voyez, elle est bien bullée vers ici. Et elle brille. Vous voyez cet aspect brillant, c'est que la pâte est bien travaillée. Donc là, si je pose ma main, c'est une pâte qui colle. Moi, c'est comme ça que je travaille. Comme travaillaient nos grands-parents à l'époque, elle colle. Vous voyez? Voilà, ça c'est une très bonne pâte là. La pâte, c'est un produit vivant et qui bouge, mais qui bouge toutes les secondes, toutes les minutes. Donc déjà, les fermentations, selon la façon dont elles vont être conduites, vont, avec une même recette de départ, complètement modifier le produit. Mais c'est à l'infini. Je demande à mes boulangers la stricte rigueur de pouvoir exactement faire ce qui a été 1000 fois expérimenté. Il doit respecter les fermentations relativement longues que je lui demande. Et surtout la pré-fermentation sur pouliche, qui est un mélange d'eau, de farine et de levure que l'on prépare la veille et que l'on introduit aux pâtes le lendemain. Ça, c'est pour les pains fantaisie. C'est la même chose en pré-fermentation avec des levains naturels qui n'ont pas changé chez nous depuis 5 générations et qui sont toujours faits sans sel et sans levure
et qui sont eux aussi faits la veille pour être réintégrés au pétrissage du lendemain. Mais là, nous avons des saveurs différentes et qui sont privilégiées pour les pièces à mie, les grosses miches de campagne. Et c'est là que nous pouvons avoir des mie avec des saveurs malgré tout assez remarquables et des conservations prolongées dans les deux cas. 7 heures du matin à la ferme. Le pétrissage est déjà fini. C'est le moment toujours attendu d'allumer le four. Entièrement voûté, comme c'était la règle à l'époque, ce modèle est assez long à monter en température et il faut craquer l'allumette sans tarder si l'on veut goûter le pain chaud à midi. Et ce four, j'ai toujours connu. Et il y avait un four qui était derrière. Ma grand-mère n'avait jamais fait du pain, mais par contre, il faisait des prunes. Et un jour, bon, on a décidé de relancer, de rallumer le four. Et tout est parti de là. Comment le four a toujours été existant, mais pratiquement, il n'était pas du tout esquinté. Il n'y en a plus de saucisses là. Au bout de 2 heures de pointage, c'est le moment de façonner le pain. À la ferme, tout le monde met la main à la pâte, pour le plaisir, et pourtant, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Si Jean montre qu'il n'en est plus à son coup d'essai, Bart, lui, est un vrai virtuose du façonnage. C'est parti. Donc là, je lui donne un tour pour que la pâte retombe pour être plus facilement à travailler. Donc je la travaille plus facilement. Donc là, je lui enlève l'air de la prise. C'est pour ça que je lui donne un tour. Je fais tout le boulot à la main et tout façonner aussi à la main. Donc là, j'ai mis mes poids. Donc ça, c'est le poids de mon pain. Quand je vais le passer au four, donc l'eau va partir en vapeur. Donc ça va lui descendre en poids. Donc ça, c'est un calcul que le boulanger lui fait lui-même. Donc il y a plusieurs méthodes pour peser. Vous voulez du moins? Vous avez celle-ci. Donc ça, c'est la méthode classique. Ensuite, vous avez aussi celle-ci. Donc on retravaille plusieurs fois. Et bien sûr, la plus rapide, celle que je me sers moi, du moins. Et je retourne et je retravaille seulement avec mes mains, comme ça et comme ça. Donc moi, je fais un trou au milieu, je tourne et je pose. Voilà, mes couronnes sont faites. Je peux se dire un truc, c'est que le pain de campagne, moins il est travaillé, mieux il se porte. C'est-à-dire que le pain de campagne, il se travaille vraiment pas beaucoup comme le pain de ville. Que lui a besoin de travailler beaucoup. Et que là, c'est soigneusement. Faut pas maltraiter la pâte, comme on dit, en douceur. Chez Bernard Ganachaud, le préfaçonnage est de rigueur. Et une fois que le préfaçonnage comme ça, il est fait, ça vient tout seul, le façonnage manuel. C'est enfantin de le bien faire. Mais si le préfaçonnage, celui qu'on a fait avant d'allonger, n'est pas bien fait, il y a des étranglements, on n'aura pas le bon résultat. Ça ne sert à rien de rouler la pâte dans le temps. Vous voyez, une flûte comme ça, je vous montre. Ce qui m'a appris à moi, c'était ça. Tchac, 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 tchac. Eh ben non. Parce que là, on détruit tout ce qu'on a fait dans la souplesse du geste manuel. Et on a une baguette qui n'a plus de texture alvéolage spectaculaire à l'intérieur. On ne l'a plus. Voilà que si on roule, c'est fini. Et pourtant, on m'a appris comme ça. Là, je vais allumer mon four parce que je vois qu'il me reste une trentaine de baguettes à rouler. En plein façonnage, alors que le four de la ferme est déjà allumé depuis longtemps, Bart s'apprête à allumer le sien. Vous avez deux systèmes de fours à bois. Dans certaines fermes ou dans certains villages, vous avez des gens qui restaurent ces fours à bois où vous apercevez quand même que la voûte intérieurement est carrément voûtée en hauteur. C'est-à-dire que moi, sur mon four, comme ça a été fait par des professionnels, je pense, qu'ils avaient calculé que si il le faisait plat, automatiquement la flamme avait tendance à partir vers le fond au lieu de monter.
C'est pour ça que moi, c'est un four que je chauffe en une demi-heure, il faut compter. Tandis que les fours voûtés, il faut compter 1h30, voire 2 heures des fois. Moi, je suis boulanger, donc j'étais en Dordogne, à Terrasson, dans un petit village, où j'ai appris le métier. Et lorsque je suis venu en vacances ici, je suis tombé sur le cousin d'un ami là, qui m'a dit, bon, ben, à l'époque, moi, je sais que je venais chercher mon pain ici quand j'étais petit. Je pense qu'il y avait une boulangerie et que le four doit être là encore. Donc la chance qu'on a eue, c'est qu'il était caché par une lambris. Donc on a enlevé une planche de lambris, on a retrouvé le four. Je suis revenu un mois après pour m'installer sur la commune. On n'a pas hésité un moment, quoi. Voilà l'histoire du four, en quelque sorte, quoi. C'est vraiment le hasard complet. Le façonnage terminé, la pâte doit encore reposer un moment avant d'être enfournée. C'est la deuxième fermentation. Toutes ces opérations mises bout à bout, c'est au moins 4 heures de travail ininterrompu que doit effectuer le boulanger avant de mettre au four. En 1948, Bernard Ganachaud tente de retarder cette deuxième fermentation en refroidissant la pâte dans le frigo de son voisin boucher. Le résultat dépasse ses espérances. Du jour au lendemain, en appliquant cette méthode, le boulanger avait un laps de temps pour dormir de 9h le soir à 4h le matin. C'était énorme. Quand c'est bien géré, c'est une augmentation de saveur et non pas une diminution. Par contre, si vous dépassez un laps de temps précis en fonction de la recette que vous avez mis au point, là, oui, vous pénalisez votre produit. Donc tout, là encore, sera dans la mesure. Dans les fours chauffés au bois, il faut enlever la braise avant de mettre le pain, et Bernard Ganachaud s'insurge contre l'appellation « pain cuit au feu de bois ». Même dans le four romain que j'ai eu avant, on cuisait le pain dans un four qui était chauffé au bois. Mais quand je mettais mon pain dans le four, j'avais pris la précaution de retirer les braises de la chambre de cuisson et que je mettais dans ce qu'on appelle un étouffoir. Et ça faisait du charbon de bois, quoi. Et puis, après, je passais un chiffon mouillé pour enlever les quelques braises qui restaient sur la sole réfractaire. Je ne considère pas qu'il soit logique d'appeler pain cuit au feu de bois. On cuit dans un four, dans une masse réfractaire qui a emmagasiné à la fois les calories, mais aussi les effluves du bois avec lequel on a travaillé. C'est ma définition à moi. Je revendique. Le four bien chaud, c'est le moment d'y glisser les premiers pains, avec ce geste toujours recommencé, le coup de lame. Le coup de lame, c'est aussi la dernière phase du travail du boulanger. Et c'est pas anodin de dire que c'est sa signature, parce que quand je donne le coup de lame dans ma flûte, je saurai si elle va bien développer, si ce coup de lame va cracher, comme on dit en termes de métier, s'il va s'ouvrir comme je veux. Et si mon coup de lame, dans ma sensibilité de doigt, si je ne sens pas ce que je recherche, je sais que ma flûte va être pénalisée. En 1981, après de nombreux essais, Bernard Ganachaud adopte pour sa flûte Gana le plus simple qui soit. Un seul coup de lame tiré sur toute la longueur. Rue des Pyrénées, pas question de chauffer le four au bois, et c'est un four déjà ancien qui offre encore ses bons et loyaux services. Ça, c'est un vieux four qu'on appelle à tube annulaire de vapeur, c'est-à-dire qu'on chauffe des tubes avec de l'eau très très chaude. C'est bien sûr pas le chauffage au bois, mais on a quand même une cuisson impeccable sur ce type de four. Et sur le marché, il n'en existe plus. Ici, l'enfournement au tapis a remplacé l'enfournement manuel. Et s'il est un facteur important pour la bonne cuisson du pain, c'est la vapeur d'eau. La buée, c'est la vapeur d'eau qu'on ajoute au moment de la mise au four. S'il en manque, le pain est terne et le développement est totalement différent de ce qu'il doit être. Ce qui veut dire en clair qu'elle va moins se conserver. Voilà, totalement différent sur champ. Alors je sais qu'en France, nous avons des pains spéciaux qui sont typiquement sud-ouest où on ne met presque pas de buée pour avoir une croûte plus épaisse. Ça, c'est la spécificité du pays et c'est tout à fait respectable. Si le pain de campagne a ses inconditionnels, on ne saurait oublier le pain parisien, dont la renommée est universelle.
Dans les années 50, venu de sa Vendée, celui qui allait en être un des représentants les plus doués découvre la production de la capitale. C'est-à-dire des pains longs, il y avait même les pains marchands de vin qu'on appelait, et qui servaient à faire des sandwichs dans les cafés. À Paris, il était coutume de demander une tartine au bistrot sur le zinc. Il fendait une baguette en deux, baguette qui faisait, à l'époque était longue, de 70, j'estime, peut-être à 70 cm, pour tremper dans le café au lait. Donc Paris se distingue de la province par ses fantaisies et surtout aussi par sa viennoiserie. C'était, en plus de la brioche, mais c'était le croissant feuilleté qui faisait la différence. Les bons, très bons croissants, c'était quand même l'apanage des Parisiens. À la fin du parcours, il est toujours un moment émouvant, tant pour l'amateur que pour le professionnel le plus aguerri, la sortie du four. La sortie du four qui nous rend heureux, comme on dit. Mais on ne peut jamais savoir avec un four à bois, c'est ça, c'est une matière qui est vivante, on ne peut jamais savoir la température exacte qu'il va prendre. Mais on n'a jamais rien gagné d'avance. C'est une fois qu'on sort le pain que le résultat est là. Pourtant, dans les années 60, le mirage du modernisme produit un pain sans saveur, bourré d'additifs et de moins en moins consommé. Ce sont les meuniers qui ont réveillé les boulangers un peu endormis en lançant le label Banette. Les artisans qui n'avaient jamais renoncé à faire du bon pain font des émules. Alors, fort de tout son passé, le pain a encore un brillant avenir. Mais aujourd'hui, tout le monde reparle du pain comme d'un élément essentiel, d'un aliment essentiel pour l'équilibre. C'est des sucres lents, bon. Et moi, je crois que grâce aux artisans boulangers, je dis bien aux artisans boulangers, avec une bon blé, de bonne farine, nous n'avons pas besoin de béquilles pour faire du pain. Voilà, nous avons besoin de bonnes céréales et de bons meuniers. Et de bons boulangers, bien sûr. Avenir certain, assuré.